Mesdames, Messieurs, les pays de l'UEMOA comptent aujourd'hui environ 110 millions d'habitants. Cette population sera de 220 millions d'ici 20 ans, soit le double. Les indicateurs relèvent également que la plupart de ces 220 millions seront citadins. Dans beaucoup des pays, l'État a pris à bras le corps les projets allant dans le sens de construction de logements sociaux. Pour d'autres pays, on a assisté à un retrait de l'État et l'encadrement par celui-ci de l'autoconstruction. D'autres pays ont opté pour un partenariat public-privé et le financement par des ONG, sachant qu'environ 43 millions de ces personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le coût de cession de ces infrastructures rebute plus d'un. À cela, il faut s'ajouter la qualité et surtout la durabilité des ouvrages. Doit-on réinventer le projet ou élaborer une politique participative pour sa pertinence? Mesdames, Messieurs, Afrique Urbanisation, quelle politique pour les logements sociaux? C'est bien sûr le thème central de cette émission ici et ailleurs à laquelle nous vous convions. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs du domaine. Dr Rodrigue Mocho, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue et spécialiste, entre autres, de l'urbanisation. Merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, c'est Syriac Togbe Agropaon. Bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Vous êtes expert en aménagement du territoire. C'est avec plaisir que l'on vous reçoit sur ce plateau. Et d'ailleurs, pour démarrer cette émission, je m'en vais donc vous replonger un peu dans l'histoire, les politiques, du moins la politique de logement social conduite par les États après la période des indépendances, puis sous l'influence des bailleurs de fonds, ont presque toujours bénéficié aux catégories les plus aisées. Est-ce que vous faites aussi le constat? Bien sûr, le constat est général. On ne construit pas en réalité pour les réels bénéficiaires. Nos programmes immobiliers aujourd'hui zooment sur du luxe. Or, en réalité, il va falloir, même si on veut faire du luxe dans nos logements, qu'on pense quand même à la population à basse échelle qui a besoin aussi de se loger et de comprendre que se loger est une priorité de nos gouvernants. C'est eux qui doivent rechercher les moyens avec nos populations pour que ces populations puissent se loger décemment. Et à moins de coûts. Pourquoi, selon vous, ça se passe comme ça? Bon, ça se passe comme ça parce que il y a la politique qui est mise en œuvre en matière de logement. Et que cela soit j'ai suivi dans votre présentation tout à l'heure que il faut passer par le privé pour le faire. Les deux acteurs sont attachés pour la mise en œuvre d'une politique d'équipement du territoire en matière de logement. Que cela soit l'État central, parce que c'est sa politique qui est mise en œuvre. Mais mise en œuvre par qui? Par les acteurs privés. Pour qui? Pour sa population. Et quelle catégorie de population? Il y en a plusieurs. Donc on doit pouvoir, avant de mettre cette politique en œuvre, élaborer un bon diagnostic, savoir qui sont les consommateurs donc, de ces produits et savoir que si on le fait, ça va être rapidement consommé. Voilà. Docteur Rodrigue Mocho, on parle de logements sociaux, mais l'expert estime que ça, la plupart du temps, c'est pas quand même pour ces couches défavorisées, c'est beaucoup plus pour les gens aisés. Alors pourquoi cette terminologie? Oui, évidemment, lorsqu'on parle de logements sociaux, il ne faut pas voir seulement la dimension non économique. Mais toujours est-il que lorsque l'on doit construire des logements, même si c'est des logements de caractère social, on a besoin de ressources financières. Et donc, puisqu'on doit mobiliser des ressources financières, a priori, on ne pense pas à ceux-là qui n'ont pas de ressources. Parce que, figurez-vous, la plupart des logements sociaux auxquels on a eu droit dans les pays africains, notamment au Bénin, ont eu de graves problèmes d'accessibilité économique, accessibilité culturelle, accessibilité environnementale, accessibilité à tout point de vue. Cela veut dire que ces personnes qui ont beaucoup plus besoin de logement n'ont pas les ressources nécessaires pour accéder à ces logements sociaux. C'est ce qui fait qu'on constate globalement que le taux d'abandon de ces logements que l'on construit est élevé dans certains milieux où les acteurs
qui devaient vraiment être les bénéficiaires n'ont pas ces ressources-là. Mais il n'y a pas que la dimension financière, hein, il y a d'autres aspects. Oui, sur lesquels on peut toutefois revenir. L'expert en aménagement du territoire va pouvoir donc nous élucider un peu sur ce volet-là. Il parle donc de l'accessibilité culturelle, par exemple, mais il y a quand même des études qui sont faites avant l'implantation de ces ouvrages dans des milieux bien définis. Est-ce que cela voudra dire que les politiques ne prennent pas en compte les aspirations des peuples avant de mettre en place ces projets? Merci beaucoup, monsieur. Il a abordé un aspect très important. En fait, avant d'ouvrir un programme immobilier, ce qu'il faut retenir globalement, c'est une opération complexe. Que ce soit des logements à moindre coût ou des logements haut standing, c'est une opération complexe qui mérite d'être pensée. C'est pas une opération en fait qui se met en œuvre par quelqu'un fut-il spécialiste de la promotion immobilière. C'est une opération complexe et quand on parle de complexité, ça fait appel directement à une équipe pluridisciplinaire. Vous aurez le commercial, celui qui a fait le marketing, vous aurez le technicien, vous aurez le juriste, vous aurez l'administratif. C'est un ensemble de... Même le psychologue, si vous voulez. Dans ce genre d'opération. Alors, quand on pense, c'est les étapes qui font que les opérations sont loupées. Et puis, en termes de typologie, quand on veut, le riche est des fois heureux quand il sort et croise un pauvre. Alors, quand vous construisez un logement, vous devez, ça rentre dans son aspect culturel qu'il dit, il faut permettre une mixité dans l'urbain que dans le rural. Là où vous avez des logements de haut standing, il faut pouvoir mettre à côté des logements sociaux pour les plus pauvres. Il faut pouvoir agencer. C'est un agencement très délicat. Alors, quand on parle de nos gars ici, ils veulent faire que de la promotion immobilière. Ça ne peut pas marcher. Ils doivent... La préoccupation de l'État à prendre en compte dans une opération immobilière, c'est d'abord le volet social. Ce n'est pas les individus qui règlent le volet social. Le volet social, c'est typiquement une activité de l'État. Alors, donc, quand quelqu'un veut ouvrir son opération immobilière, lui, il cherche à gagner de l'argent. Il cherche à vendre le logement à un coût élevé. Mais l'État, ça ne règle pas le problème de l'État. Ce n'est pas quand lui, il est riche, que l'État héberge sa population. Et donc, l'État doit avoir son contrôle et veiller au volet social. Alors, ça fait appel à quoi? On aura des logements à vendre. Et quand je parlais de typologie, il doit y avoir des logements, par exemple, qui sont purement en promotion immobilière, où on construit, on vient acheter. Construire, venir acheter aussi, c'est un autre mécanisme. Il faut que le futur acquéreur, si on rejoint la question de l'abandon des logements, c'est même pas l'abandon, les gens n'occupent pas avant d'abandonner, ils sont carrément pas intéressés. Parce que c'est pas fait pour eux. Or, le logement, ils doivent se retrouver dedans. Se loger, c'est nourrir un rêve. Un rêve que quelqu'un d'autre va m'aider à mettre en œuvre. Il faut que pendant que le gars fabrique le logement, que je sois avec lui pour lui dire, voilà ce que je veux. Donc ça, c'est le cas de la promotion immobilière. Mais l'autre, il faut, en voulant implanter un logement à vendre, implanter d'abord un logement à côté et louer pour que la zone soit dans une dynamique, dans une animation. La viabilisation, ça c'est l'ensemble, c'est dans l'opération. On ne peut pas construire sans viabiliser, mais quand on veut vendre, à côté, il faut prévoir du louer. Du louer, il y a deux branches. Il y a du louer où le gars, il est là éternellement locataire, donc une location des logements sociaux locatifs de longue durée. Il y aura des logements sociaux locatifs avec accession à la propriété. Donc, plus tard, il devient propriétaire. Ça veut dire que le coût de la location est déduit du coût de cession. Et il y a maintenant la promotion elle-même. Mais ici, on ne fait que la promotion. Donc, rien n'attrape, rien n'attire la population, le grand nombre à aller vers. Et puis, quand on monte une opération, j'abuse un peu de votre temps, hein, quand on monte une opération immobilier, en réalité, c'est pendant déjà qu'on a pensé à la chose qu'on devrait mettre en place un comité des futurs consommateurs de ce logement. Et c'est ce comité qui reste sans être spécialiste de quoi que ce soit, assiste jusqu'au choix du site.
Voilà, et c'est une politique aussi difficile à mettre en œuvre à partir de l'État central. Il faut qu'on associe les élus locaux, les maires, qui sont des maillons déterminants dans le processus donc d'équipement de nos territoires. Alors, ça ne se fait pas. Presque tous les États africains ont adopté le principe. Les États au sud du Sahara, notamment le Cameroun en a fait l'expérience, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la Mauritanie. Tout le monde se mêle donc à cette histoire de la construction de logements pour des couches bien déterminées. On parle ici de logements sociaux. Les expériences ont quand même porté ailleurs. Mais si vous évoquez tout à l'heure le cas du Bénin, où la plupart du temps on note beaucoup plus d'abandon, mais l'expert estime que ce n'est pas de l'abandon, mais c'est de l'oubli. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cela véritablement ? Oui, il y a plusieurs facteurs. Je suis d'accord avec lui. Aller à l'entrée de la ville de Parakou, aller dans toutes les communes, vous verrez que les logements qui sont construits ne sont même pas habités. Alors, quand on parle de logements sociaux, il ne s'agit pas de logements pour personnes. Il y a un minimum qu'il faut avoir. On parle même aujourd'hui, l'ONU Habitat parle de logement convenable. Il y a un minimum de garantie. Il y a un minimum de paramètres qu'il faut prendre en compte. Alors, prendre en compte ces paramètres-là, ça fait un coût. Or, il ne se fait que le train de vie de ceux-là qui doivent accéder justement à ces logements-là, en dessous de ces logements-là. Du coup, le constat que l'on fait globalement, je prends le Béninois, il préfère aller à la banque lui-même, prendre de l'argent, commencer petitement, construire son logement en fonction de ses potentialités, et progressivement, le fonctionnaire peut prendre toute sa carrière pour construire son logement en fonction de ses potentialités. Et c'est pas que dans le cas d'espèces, quand on voit tout ce que l'on investit, ceux-là qui accèdent à ces logements-là n'ont pas forcément les ressources. Et donc, c'est comme il le dit, est-ce que finalement, l'output ne doit pas être la dimension sociale et que la dimension logement, promotion immobilière doit être l'input? C'est-à-dire que on doit savoir que il y a un volet social, et donc il faut accompagner les bénéficiaires, comme il a dit. Et je pense qu'il a une dimension importante qui se fait qui se développe dans d'autres pays, la dimension participative. Ceux-là qui sont peut-être à identifier et qui doivent bénéficier de ces logements-là, il faut les associer, connaître leurs désirs, connaître leurs capacités et intégrer tout ça dans la construction de ces logements-là. Ce qui n'est pas forcément fait. Et ça remet en cause les stratégies qui sont initiées au début. Alors, M. Agogbaou, chaque gouvernement, depuis les indépendances, initie toujours son projet de logement. Est-ce que vous pensez finalement que c'est des actions d'éclat en termes politiques pour pouvoir disposer de l'électorat? Parce que le constat d'ensemble est fait, ça ne prospère pas ce projet-là. Bon, ça ne prospère pas, c'est la science de mise en œuvre qui est qui n'est pas maîtrisée. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une opération délicate et complexe. Il y a d'abord l'aspect législation. La législation, la plupart de nos États, nous copions un peu le colonisateur. Sinon, il y a ce qu'on appelle le PLH. En France, les plans locaux pour l'habitat. Si vous n'avez pas ça, comment voulez-vous planifier l'équipement du territoire en termes de logement? Il faut déjà partir de là. Et quand on veut nos logements, quand on règle ce problème, on permet donc aux promoteurs immobiliers de s'intéresser. Parce que en finalisant un plan local pour l'habitat, par exemple, ça dit que les fonciers sont identifiés dans toutes les zones sur le territoire. Par exemple, la zone urbaine, la zone agricole, la zone à urbaniser, tout ça. Tout est connu déjà à travers ce plan. Le nombre de logements à fabriquer en fonction donc de l'évolution démographique à un moment donné. Tout ça, c'est maîtrisé. On ouvre maintenant l'opération. Pour que nos gars s'intéressent au logement, le sociologue est revenu sur le coût tout à l'heure.
Mais qui est propriétaire du foncier? Mais c'est l'État. Si l'État déjà vient avec le foncier, le promoteur doit construire là-dessus, juste et vendre. Donc l'État est là pour réguler les fluctuations des coûts et consorts. Mais dans un pays où le SMIC est à 40 000 et vous construisez des logements qui sont à 150 000... Non, bien sûr, ça c'est des mécanismes déjà pour baisser le coût. Si le gars n'est pas en train de facturer le superficiel et le foncier, et il facture que le superficiel, donc l'ouvrage, le bâtiment, déjà vous voyez le coût. Mais aujourd'hui, le contrôle a échappé à nos États africains au point où les promoteurs, on suppose qu'on est venu acheter le foncier, c'est ce qu'on dit aux propriétaires. On vient acheter, on vous vend le bâtiment avec le foncier. Oh, c'est pas ça. Le foncier doit être la propriété donc de l'État, de sa commune, et on joue là-dessus pour baisser le coût du logement. Et nos États ont même intérêt à définir une bonne politique d'équipement de notre territoire en termes de logement, parce qu'on crie lutte contre la corruption. Alors quand on vole, on fait quoi avec l'argent? La priorité, c'est d'aller construire. Alors, si déjà, tu as le logement à côté, c'est l'éducation de tes enfants, on règle déjà à 50% la question de foncier. Et la question du logement, du moins. Et donc, nos États, enfin, plus si on avait assez d'espace, on allait vous développer que régler la question donc, de logement dans un État, c'est régler après 70% la question de corruption, parce que celui qui va voler pour aller construire maintenant, ça va être une ambition démesurée, et on pourra vite le prendre. Ça, c'est juste une parenthèse. Alors, ce pourquoi nos logements sont souvent abandonnés, c'est pas forcément une question de coût. Des fois, le coût est moins, le logement est fixé, est cédé à un coût dérisoire, mais les gens manquent d'intérêt à ce qui est fait. Je vais vous étonner en disant que quand un bâtiment est debout et on vous appelle pour vendre, en fait, c'est 20% des choses extérieures qui vous attirent. Les 80% se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Justement, la qualité des ouvrages. Voilà pourquoi il faut forcément qu'on associe le futur propriétaire. Voilà pourquoi je dis, c'est quand on pense l'opération et on passe à l'étape, on finit avec les études de faisabilité, tout ça, avant d'aborder les études, même technico-commerciales, qu'on met sur pied les deux, après ce qu'on appelle le marketing immobilier ou territorial, qui part donc du marketing général, la politique de vente. Quand on passe cette étape, les tout premiers qui s'intéressent à l'opération, on les associe. Donc, on met sur pied le comité. Et avec eux, c'est plus aisé de convaincre le futur acquéreur en disant, voilà l'équipe des futurs acquéreurs qui a travaillé avec nous à ce qu'on choisisse le foncier. Et c'est pas parce qu'on a un seul domaine qu'on dit qu'on veut ouvrir un programme immobilier. Sur un territoire, avant d'ouvrir un programme immobilier, s'assurer de sa réussite, il faut pouvoir mettre sur la table 3 domaines, au minimum. Et donc, c'est quand on suscite l'adhésion des futurs acquéreurs à l'opération, on leur dit, mais où est-ce que vous aimeriez qu'on fabrique ces 20 premiers logements pour que, bon, ça intéresse vos futurs copains qui vont cohabiter avec vous. Ouais, et c'est cette association qui vous aide à choisir. C'est comme un marché. Vous construisez un marché, un équipement marchand quelque part, le taux de fréquentation, si c'est pas élevé, ben, c'est parce qu'on n'a certainement pas associé les marchands, les futurs marchands qui viendront faire leur commerce dedans. C'est exactement la même chose quand il s'agit de l'immobilier. Alors, maintenant, si on veut rentrer à l'intérieur, bon, vous avez déjà compris, j'ai dit 20% des choses extérieures attirent, 80%. Mais 80% motivent. Voilà. La question de la qualité des ouvrages, est-ce que vous pensez que c'est déterminant, effectivement? C'est vraiment déterminant parce que n'oubliez pas, hein, un logement, c'est une unité d'habitation et c'est là où on développe, on satisfait tous ses besoins. Et donc, quand on veut diminuer le coût et que l'on n'agit pas sur la qualité, forcément, ça n'intéresse pas. Moi, je ne vais pas revenir sur les critères au niveau universel hein, par rapport à un logement décent et convenable. Mais il y a un minimum qu'il faut avoir.
Mais qu'est-ce que l'on constate? Lorsqu'on doit faire un logement, il faut garantir la sécurité de l'espace. C'est important. Il faut faire en sorte que le minimum que les futurs propriétaires doivent avoir en termes d'infrastructure, en termes d'assainissement, que tout soit respecté, en termes d'accessibilité à l'eau. Il faut que tout soit garanti. Mais en tant qu'enseignant-cherche, oui. Est-ce que vous avez effectué un peu des recherches dans ce domaine-là pour voir un peu la qualité des ouvrages qui sont cédés aux populations et pourquoi cela les rebute la plupart? Oui, bien, la plupart du temps, moi je pense surtout deux dimensions. Il y a la question d'accessibilité, l'accessibilité économique. Ça, c'est très important. Je l'ai déjà développé tout à l'heure parce que vous connaissez le SMIC, vous connaissez les ressources. Et donc, la plupart de ceux-là, ceux qui doivent bénéficier de ces logements-là, n'ont pas ces ressources forcément. Donc, préfèrent aller à leur rythme. La deuxième chose, c'est l'accessibilité socio-culturelle. Je dirais culturelle parce que, vous savez, logement pour logement, c'est pas ça. On va construire les mêmes types de logements à Cotonou qu'à Alada, qu'à Parakou. C'est un peu ça. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments... Donc, la politique participative qu'évoquait tout à l'heure l'expert... Elle est d'importance. La politique participative, elle est d'importance. Il faut associer les acteurs du début jusqu'à la fin pour que, justement, ces acteurs disent ce qu'elles veulent. C'est un peu comme on fait dans le marketing moderne. Hein. Il faut vendre des produits avant de les produire, avant de les réaliser. Et donc, si on le fait ainsi, ça va franchement aider les gens. Mais on a aussi constaté qu'en termes de qualité physique, il y a beaucoup de logements qui laissent à désirer. Voilà, l'expert en aménagement va nous éclairer davantage sur cette question de durabilité des produits. La plupart du temps, les acquéreurs estiment que ce ne sont pas des ouvrages solides. Ils n'ont pas le droit d'estimer que ce n'est pas des ouvrages solides. C'est déjà une opération bancale dès le début. S'ils sont associés à toutes les étapes, ils savent ce qui est bâti. Ils savent les intrants qui ont servi à fabriquer le logement. Donc, ils n'ont même pas le droit de dire c'est mauvaise qualité, non. Il vaut mieux, dès le début, comme je le disais tantôt, les associer. Mais s'ils ne sont pas associés? Oui, ben, donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on suggère désormais. S'ils ne sont pas associés, ce n'est pas une opération immobilière, ça. C'est-à-dire, il y a opération immobilière quand l'activité a suivi les étapes que j'ai décrites tout à l'heure. Si ce n'est pas respecté, c'est que quelqu'un a fabriqué son logement, c'est un businessman, il veut vendre. Mais là, à comparaison, on estime par exemple les politiques qu'élaborent souvent la plupart du temps nos gouvernants, où on estime que dans une commune, il faut construire des logements sociaux et on associe le maire, on associe le maire qui trouve, si possible, quelques entrepreneurs, on identifie un site et on réalise des ouvrages dessus. Est-ce que vous pensez que les populations peuvent être associées en ce moment-là? C'est pas évident. Non, c'est pour ça qu'on dit que c'est la politique de mise en œuvre qui est bancale. C'est tout. Maintenant, si vous voulez que je me prononce sur la question de qualité du logement, bon, écoutez, c'est qu'il faut que chaque acteur joue son rôle. Chaque acteur joue son rôle. L'entreprise va réaliser, il doit avoir une mission de contrôle qui fait son contrôle, il doit avoir peut-être une garantie décennale, des trucs comme ça. Mais la place du futur propriétaire est déterminante dans le choix des différents matériaux. Et quand vous l'associez, ça permet aussi d'agir sur le coût. Peut-être que, comme aux États-Unis, les chambres n'ont pas de clé, d'organes de fermeture à clé. C'est juste pour rabattre aux États-Unis. Mais si, dans ma construction, je peux ne pas acheter une serrure, forcément, je diminue le coût. Si dans ma construction, on n'a pas besoin de 2 douches pour 2 chambres, on a besoin d'une douche à partager par 2 chambres, mais le coût de cette douche, de cette toilette et de ces équipements vient en diminution. Donc c'est pour ça qu'il faut les associer pour que effectivement ils soient accrochés aux 20% de l'extérieur et à 80% à l'intérieur, qu'ils soient motivés dans ce qui se fait, qu'ils sachent que c'est son rêve qu'on est en train de réaliser. Alors,
Docteur Rodrigue Mocho, socio-anthropologue, spécialiste de l'urbanisation, il n'y a que la richesse également signe d'aisance, dit-on, sur le continent noir. Et de ce point de vue, certains ne voudront pas, un peu comme l'a rappelé M. Agompagnou tout à l'heure, le riche est heureux quand il sort et rencontre le pauvre. Donc les infrastructures ne répondant donc pas à ces critères, les gens veuillent parfois modifier. Et puisque l'aspect intérieur est à 80% l'élément motivant, selon l'expert, eh bien, il y a que la plupart du temps, les ouvriers ne répondent pas aux aspirations des acquéreurs. Oui, ça c'est... Vous savez, je pense qu'ils ont tort s'ils réclament la qualité et la durabilité des produits. Ils doivent réclamer la qualité et la durabilité parce que c'est très important. Je vous ai dit, il y a une forte intimité entre celui qui vit dans un logement et le logement. C'est un lien à la fois sociologique et économique. Et on fait tout dans son logement. Et donc, si le logement ne vous permet pas de vivre aisément, ce n'est pas normal. Et donc, ils ont l'obligation de réclamer. Maintenant, la qualité aussi dépend des moyens dont dispose celui qui veut être le client. C'est pour ça que dans sa logique, je pense que même s'il n'y a pas de clients tout de suite, il faut approfondir les études pour identifier les potentiels clients. Il ne s'agit pas de dire, voilà, les logements passent partout. Donc, on en fait à Calavi, on en fait à Cotonou, on doit faire la même chose à Parakou. Si on le fait, ce n'est pas évident que cela puisse accrocher. Et c'est important que les gens soient bien logés. Par exemple, s'il y avait une politique sérieuse de logement à Cotonou, on pourrait peut-être envisager ce qui se fait, aller vers qu'on appelle une extension verticale avec une construction sérieuse et les acteurs vont se sentir vraiment associés. Mais ici, au Bénin, ce n'est pas forcément le cas. Et puis, la plupart du temps, ceux qui sont dans les logements se disent « je suis là pour un temps ». Le temps de construire ma propre maison. Je ne sais pas si vous faites le constat. Moi, en tant que sociologue, je l'ai constaté. J'ai eu la chance de découvrir les gens dans la ZOPA ou dans la ZOCA. J'ai constaté qu'ils se disent, bon, comme c'est un logement, je suis là en attendant de trouver les moyens pour construire moi-même ma maison, mon logement. Ça ne devait pas être le cas. Lorsqu'on s'investit pour acheter un logement, on doit tout faire pour y vivre toute sa vie. Malheureusement, on se dit, bon, c'est pour un temps, comme on n'a pas le choix, on prend d'abord ça, le temps d'aller vivre ailleurs. Et ce soit. Donc, la dimension sociologique est d'importance. Il faut forcément intégrer la volonté des acteurs, des bénéficiaires, les potentiels bénéficiaires, pour que les logements puissent s'adapter vraiment à nos réalités. Alors, M. Agompagnou, vous avez fait beaucoup d'autres pays dans le cadre donc, de vos missions d'experts en aménagement du territoire. Lorsqu'on aménage, ça participe quand même de la beauté de cet espace et de cette région-là. Mais comme il le dit, lorsque des logements sociaux sont construits et qu'à la longue, des gens disposent de moyens et estiment qu'ils peuvent modifier les constructions de départ, est-ce que c'est toujours la même vision? Est-ce que c'est bien de faire ça en tant qu'aménagiste? Dès lors qu'au départ, ce n'est pas de l'autoconstruction, parce que dans les programmes immobiliers également, il y a l'autre volet où on permet à d'autres de venir prendre juste le foncier et de bâtir là-dessus. Pendant que le programme de fabrication, de vente de logements évolue, on laisse du foncier vide pour d'autres qui viennent construire. Mais il est de règle de leur imposer de respecter l'aspect extérieur. Ça s'est passé tout dernièrement à Tamansout. Tamansout, c'est une ville à côté de Marrakech où il y a beaucoup d'immobilier qui se fabrique là. Et cette politique est mise en œuvre. Les promoteurs sont là, ils vendent le bâtiment fabriqué, mais les autres, ils sont là et eux-mêmes, ils font ce qu'on appelle de l'autoconstruction avec le ciment. Les gens ne doivent en réalité pas modifier parce que c'est au-delà de ce que c'est des identités individuelles, c'est aussi une identité urbaine. On veut reconnaître la touche d'un promoteur à travers un lot de bâtiments. Donc, on doit l'interdire, forcément. Voilà ce que je peux dire. Rodrigue Mocho, vous êtes d'avis?
d'avis mais les modifications intérieures sont facultatives, hein, mais l'extérieur, non. Oui, c'est vrai que dans la construction de la ville, il peut arriver pour qu'il y ait une belle harmonie, une bonne image de la ville. On peut, ce qu'on appelle le zonage, d'accord. On peut décider d'avoir tel type d'habitat dans telle localité. Mais je pense que la ville est faite pour les hommes, de même que le logement est fait pour les hommes. Il faudra absolument, même si on doit se regarder cette harmonie physique au niveau de la ville, il faudra faire en sorte qu'on donne des marges de manœuvre aux clients pour procéder à des modifications en fonction des ressources ultérieures qui peuvent intervenir. Sinon, cela fait qu'on abandonne justement ces logements-là. Alors, M. Akopaon, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir s'il faut réinventer cette politique de logements sociaux. Vous avez dit déjà que les populations, en tout cas les potentiels bénéficiaires, devaient être associés au projet pour quand même participer à leur vitalité. Mais est-ce que cela suffit? Avant d'aborder cette question, par rapport à ce que mon ami vient de dire, j'avais dit tout à l'heure que la réglementation, il y a l'aspect réglementation. Si tu es dans un logement et dans cette cité, c'est dit qu'on doit avoir des rez-de-chaussée plus de 2 étages. Si tu deviens riche demain, là, tu peux te déplacer, mais tu n'es pas autorisé à modifier. La réglementation va te bloquer en termes de hauteur et autres. Et puis en termes de façade, quand je parlais d'identité urbaine, on veut que cette localité, qu'on ait des toits peut-être à la Marseillaise ou à la Turque, c'est pas parce que tu es devenu riche que tu vas arracher ces toits et poser une dalle, non. Les modifications extérieures qui touchent à l'image, à l'architecture, à l'harmonie, non. Mais à l'intérieur, s'il veut installer une baignoire, un jacuzzi, il veut installer tout ce qu'il veut, on lui permet. On lui permet. Il y a d'autres, même si c'est des fenêtres en bois, par exemple, qui sont retenues sur ces habitats-là. Lui, il veut climatiser son local parce qu'il est devenu riche. Il met ses fenêtres double vitrage ou tout ce que vous voulez à l'intérieur. Si le bruit le gêne, il agit sur l'intérieur. Voilà. Donc les modifications là sont... Mais si la réglementation est forte, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Revenez à votre question au plan. Moi, je ne reste pas au plan bénin pour ce que je dis. Au plan africain, nous avons intérêt à repenser la question du logement. Les promoteurs, aujourd'hui, il suffit que quelqu'un ait un peu d'argent, il veut ouvrir un programme immobilier. Or, ça va vous étonner. Vous et moi, nous ne sommes pas pauvres, mais on n'est pas riches. C'est même vous et moi qui allons mener une opération immobilière, ça va marcher. On n'a pas besoin d'argent avant de lancer une opération immobilière. La seule chose, c'est de nous assurer que le dernier logement de notre programme est vendu avant qu'on ouvre l'opération. Et ça, c'est le mécanisme des spécialistes. C'est que quand les gens ont de l'argent, ils ont un peu de foncier, ils ont un quincailler peut-être qui a un peu d'argent, qui fait peut-être, je sais pas, du blanchiment ou tout ce que vous voulez, qui peut leur donner du matériau, ils ouvrent des programmes, ils cassent la gueule très, très rapidement. Or, vous et moi, il suffit qu'on s'arrange pour avoir un logement témoin, que le foncier, qui n'est pas notre patrimoine, c'est le patrimoine de l'État, soit disponible, sécurisé, comme il a dit tout à l'heure. Et puis on fabrique le premier logement. On n'a même pas besoin d'aller louer un bureau quelque part. C'est le logement témoin qui fera office de notre habitat de fonction, un bureau de nos activités. Les commerciaux, les techniciens sont là. Parce que ce qui décourage aussi les futurs propriétaires, c'est quand on leur dit le bureau, il faut aller faire les formalités quelque part à 50 km. Non, tout se fait sur place. Le gars voit l'aspect extérieur de son bâtiment. On lui dit, voilà l'intérieur, les possibilités qui te sont offertes pour procéder à des modifications. Voilà les matériaux. Ici, c'est du mur. Toi, tu peux prendre du placo, tu peux prendre... On lui dit tout sur place. Il voit le vivant et on est là. Il est même séduit quand on lui dit, le super patron de l'opération, voilà son bureau, il est sur le terrain. Tout ça peut participer à la qualité. Parce que si tout se règle sur le terrain,
il est hors de question qu'on assiste après à des logements de mauvaise qualité. Et l'autre chose à ne pas oublier, c'est de ne jamais se mettre en tête qu'on veut fabriquer des logements pour vendre. On vend, mais le volet social, même si nous cherchons de l'argent, le fait déjà d'animer la localité et que le gars arrive, qu'il constate qu'il n'est pas dans un désert. On construit, on voit des trucs en construction, mais il y a un truc déjà habité par des pauvres, je dis des indigents, qui ont loué, ou plus tard ça deviendra leur propriété. Et il y en a qui construiront jamais dans leur vie. Mais il faut qu'on s'occupe d'eux aussi dans nos programmes immobiliers. Le gain de l'argent, l'aspect pécunier, doit quand même un tout petit peu déserter le foyer. C'est là l'influence de l'État, de nos États. C'est ce qu'il faut surtout réglementer. Un peu comme la loi, si on peut l'appeler la loi qui n'attendait à fixer des coûts. Il faut qu'on ne limite pas cette activité aux aspects politiques, qu'on évolue un peu aux aspects techniques, scientifiques pour sortir vraiment un bon mécanisme de fabrication de nos logements. Et comme je le dis, la conclusion, on lutte efficacement contre la corruption. Dr Rodrigue Mocho, comment vous pensez qu'on peut réinventer cette politique-là aujourd'hui au plan sociologique? Il a surtout à intégrer la dimension participative. Je crois qu'on est revenu là-dessus pendant toute l'émission. Il y a aussi qu'il faudra agir de plus en plus pour que les logements que l'on construit, que ce soit des logements convenables, décents, qui puissent vraiment permettre à ceux qui y habitent de mener sainement leur vie. Il y a aussi que l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités et savoir que la souveraineté, c'est aussi ça. Parce que la plupart, quand on va dans nos bidonvilles, 85% des logements ne sont pas décents. Or, justement, les bidonvilles sont autour des villes, parfois dans les villes, et les villes sont les moteurs du développement. L'État doit réfléchir à ça. Imaginez, la plupart de ceux qui travaillent à Cotonou quittent aujourd'hui Abomey-Calavi, quittent Alada, parfois Baïkon, Porte-Nouveau, Semekoudji. Ça fait beaucoup de ressources que l'on perd. Ça fait beaucoup de ressources que l'on perd. Et donc, dans la réflexion, il faudra, déjà dans les études, intégrer cette dimension-là pour que ceux qui sont des bénéficiaires des logements-là, qu'on puisse voir dans quelle mesure on puisse leur permettre de vivre sainement. Parce que le logement n'est pas isolé. Le logement fait partie d'un dispositif qui facilite le fonctionnement de la ville. Le logement, quel est son rapport avec le transport urbain? Le logement, quel est son rapport avec la sécurité du milieu? Le logement est-il habitable? Le logement est-il bien assaini? Ces critères-là que j'évoque, quand vous les prenez et que vous voyez un peu nos villes, vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que la qualité du logement puisse être une réalité dans nos pays. Mais revenons, puisque c'est pratiquement des conclusions, mais M. Agogbaou, vous qui êtes expert en aménagement du territoire, est-ce que vous avez l'impression que les villes africaines, pour la plupart que vous avez visitées, bénéficient d'un réel plan d'aménagement? Bon, l'aménagement est progressif. L'aménagement ne s'arrête. Je prends les grandes capitales. Oui, bon, ce que mon ami est en train de dire, il s'agit là un peu de la mixité territoriale. On ne peut pas, quand on dit par exemple zone résidentielle, on ne sait pas ce que ça veut dire, zone résidentielle. Vous voyez, quand on fait de la mixité, il y a un peu de bureaux à côté, il y a un peu de commerce à côté, il y a un peu de logement de basse standing à côté, de haut standing à côté. C'est un groupe. Et le rôle de l'État également, c'est de rapprocher les logements au service. C'est de rapprocher le logement au service pour que, en allant loger l'intéressé à 30 km, parce que ce n'est que là-bas qu'il y a des logements, qu'il dépense tout son salaire dans le volet transport.
ce que je peux dire dans ce sens. Et c'est une question qui nécessite absolument d'être repensée et d'intégrer, d'avoir des approches intégrées pour que chacun se retrouve et se sécurise dans ce qui se fait. Voilà, donc vous estimez, pour ce qui vous concerne, que l'État doit beaucoup plus jouer un rôle central. Les États, parce qu'on est sur oui, le plateau africain. Voilà, les États africains doivent jouer donc un rôle central dans cette politique d'aménagement du territoire. La question de mixité, est-ce que vous pensez que c'est comme ça on va l'accepter? Parce que l'expert en aménagement pense que tout ce que vous avez souligné tout à l'heure en termes de mouvement de population autour de la ville métropole n'est pas quand même un problème en soi. Oui, c'est pourquoi il faut vraiment l'organiser. Vous voyez par exemple l'habitat qu'on appelle Sensad, comment vous appelez ça? Les logements de Sensad. On connaît les catégories de personnes qui peuvent y vivre. C'est pas tout le monde. Est-ce que la ville elle est faite uniquement pour les riches? La ville, elle est aussi faite pour les pauvres. Et donc, il faut trouver un mécanisme pour qu'il n'y ait pas de frustration. Parce que lorsqu'il y a ces frustrations-là, ça crée d'autres éléments liés à la sécurisation. Lorsqu'on sait que c'est l'espace des riches, et là, c'est l'espace des pauvres, ça crée des frustrations. Et donc, dans l'organisation de la ville, il faut intégrer ces éléments-là pour qu'on n'assiste pas à ce qu'on appelle la ségrégation urbaine, qui est dangereuse. La forme que l'on observe de plus en plus dans les villes africaines et dans beaucoup d'autres villes, c'est la fragmentation urbaine. Mais il faut l'organiser pour qu'il n'y ait pas comme des barrières qui empêche la mixité, comme il a dit, entre les différents éléments, les différents acteurs qui sont au sein de la ville. De la même manière, tout l'espace de la ville n'est pas accessible à tout le monde, mais il faut trouver des mécanismes pour créer cette mixité-là au sein de la ville. Je vais peut-être revenir sur un élément important, ce sont les éléments de planification. Je sais que... Les outils. Les outils de planification. Je sais qu'il y a plusieurs localités qui ont des schémas directeurs d'aménagement urbain. Mais ces schémas d'aménagement urbain, ils sont devenus quoi? D'où l'importance de faire une relecture. Je crois que le gouvernement actuel est en train de penser à ça. Il faut faire une relecture de notre politique de logement en ne désintégrant pas la dynamique. Cette dynamique-là, il faut mettre à contribution tous ces outils-là, mais que ce soit des outils qui intègrent surtout la dimension participative. Parce qu'in fine, tout ça, c'est pour les hommes. Tout ça, c'est pour les hommes. Monsieur Syriac Agopahou, expert en aménagement du territoire, on va bientôt sortir donc de cette émission. Votre conclusion? Bon, ma conclusion est que tel que ça commence par prendre dans tous nos États, il faut qu'on mette l'accent sur le logement. En mettant l'accent sur le logement, même l'État fait beaucoup d'économies. Vous voyez, c'est pas seulement au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout. Dans au moins 50% des pays africains, nos États sont devenus aussi des locataires. Ça, c'est que la question de l'habitat commence par préoccuper. L'État ne peut pas être propriétaire du foncier et devenir encore locataire dans un bâtiment qu'un promoteur a bâti. Il y a un mécanisme. Donc nos États, en résumé, s'ils savent qu'ils veulent lutter contre la corruption, s'ils savent qu'ils veulent lutter contre le renchérissement des coûts des logements à mettre à la disposition de leur population, il faut qu'ils aillent sécuriser, comme ils ont commencé, le foncier, afin que le foncier soit l'élément sur lequel nos États vont jouer pour baisser le coût au niveau des promoteurs immobiliers, parce que l'activité de promotion immobilière, c'est une activité qui conduit seulement à gagner de l'argent selon ce que nos promoteurs, vus à aujourd'hui, pensent. Or, ce n'est normalement pas ça. Accepter d'être promoteur immobilier, c'est accepter d'accompagner les États dans la politique
pour résoudre la question du logement. Voilà ce que je peux dire. En 30 secondes, vous avez un mot de fin? Peter dit que c'est une question importante qu'il faudra banaliser parce que tout le monde a besoin d'être bien logé pour contribuer au développement de son pays. Et donc, il faut, de ce point de vue-là, mettre tout en œuvre pour que les logements soient bien construits et que cela serve aux hommes pour qu'ils soient des êtres équilibrés pour participer au développement de leur pays. Et c'est de la responsabilité de l'État. Il faut trouver les moyens. Il faut trouver les moyens. Il faut peut-être mobiliser le privé. Il faut peut-être mobiliser les bénéficiaires, mais il faut tout faire pour que ce soit une réalité. Pour que cela soit une réalité. Merci donc à vous, Dr Rodrigue Mocho, socio-anthropologue, expert et également spécialiste de l'urbanisation. Merci également à vous, Syriac Togbi Agokpaou. Vous êtes expert en aménagement du territoire. C'était votre émission ici et ailleurs consacrée donc à l'urbanisation sur le continent africain. Quelle politique pour les logements sociaux à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.